Rebonjour à tout le monde, donc dans ces vidéos de top, de flop, suivies ensuite par les rattrapages, les bilans et les films à venir. Honnêtement, je dois vous présenter mes excuses pour une partie de ce top, notamment les deux premiers films. Encore une fois, je me demande vraiment si je ne devrais pas réduire à des top 5 les prochaines fois. Il y aura des défauts principalement à partir du 8e, mais pour les deux premiers en tout cas, c'est vraiment une question de goût. On va y passer tout de suite, et alors donc avant même de vous le révéler, je m'excuse. J'ai fait mon maximum pour qu'il ne soit pas là. D'accord ? On y vient tout de suite. Numéro 10. Joker de Todd Phillips. J'ai fait 17 versions de ces flops avant d'enfin accepter d'y mettre Joker, parce que j'ai essayé de mettre tout et n'importe quoi. Je n'ai vraiment pas aimé Joker. Mais c'est tout à fait normal, parce que c'est un film qui fait tout ce que j'aime pas. C'est un film qui rend on ne peut plus hommage à la carrière de Scorsese. Entre La valse des pantins et Taxi Driver, pour ce qui est vraiment de la personnalité d'Arthur, enfin, clairement, il y a des grosses allusions qui sont faites à Scorsese, et je déteste le cinéma de Scorsese. Je ne supporte pas ce genre de film, je supporte pas les sujets sur lesquels il se concentre, je supporte pas sa façon de faire les trucs, etc. Évidemment qu'un film qui va rendre à ce point hommage, qui va essayer à ce point de se rapprocher de ce que fait Scorsese, je vais avoir énormément de mal à le digérer. C'est assez évident. Donc, je ne mets pas là en disant que c'est une sombre merde. Maintenant, la principale raison pour laquelle ce film m'énerve vraiment plus que n'importe quel autre film que j'aurais pu mettre à cette place-là, la 10e place, c'est en bonne partie qu'on fait une montagne d'un trou de souris. Aussi bien dans le domaine du comics que par rapport au message politique du film, qui est d'un superficiel et d'un con, mais enfin vraiment, je déteste ce genre de façon de résumer les choses. T'as l'impression que le film est tellement déterminé à te montrer que c'est la faute de la société, et que les riches sont des cons, et que les médias te mentent, etc., qu'il en oublie en fait à quel point le personnage de Joker est problématique. Le personnage d'Arthur Fleck est problématique. Il y a des gens qui ont du mal à s'intégrer dans une société, en fait. Ça existe, et c'est pas forcément la faute des autres. Et c'est un peu ça mon souci global avec ce film, c'est le film. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'il a marché à ce point, qu'il fait 1 milliard et quelques. C'est le film qui dit c'est la faute des autres, en particulier ceux qui ont plus que vous. C'est eux qui vous mettent la tête sous l'eau, c'est eux qui vous empêchent de faire quoi que ce soit. J'ai du mal avec ça. Enfin, vraiment, j'ai du mal avec cette façon de penser, donc je peux pas... Déjà, il y a le style à la Scorsese, mais alors en plus, il y a ce message politique derrière. Et alors en ce moment, pour ce qui me concerne, Parasite est pas dans le top. Mais il a vraiment failli s'y retrouver, mais le film est tellement bien fait, en termes de mise en scène, que je peux pas le mettre dans un flop. Mais c'est un peu le même truc, quoi. Ce message et de façon tellement basique de prendre le truc m'énerve au plus haut point, donc évidemment j'allais avoir du mal avec ce film. Mais j'ai aussi un souci avec la façon de représenter Arthur Fleck. Justement, je dis que le mec pose un problème, et en fait ils ont un système particulier pour essayer de retirer ce problème, mais qui est pas tout à fait logique, c'est que c'est quand même le schizophrène asocial et dysfonctionnel le plus fonctionnel que j'ai vu de ma vie, quoi. Pour un mec qui est censé être particulièrement fou par rapport au machin, le mec est quand même vachement bien cadré et vachement bien machin, même avec ses cachetons et tout le bordel, quoi. Et alors, le dernier truc qui a fini de m'énerver, c'est le délire sur le narrateur non fiable que représenterait Arthur Fleck, qui repose quasi entièrement sur le fait que, bon déjà il a des visions de temps en temps, mais sur le fait qu'à la fin on le récupère au milieu d'un interrogatoire avec sa psy, et qui répond « vous verriez pas la blague ». Il y a quand même un plan sur les Wayne, quand le mec te dit vous comprendrez pas la blague. Donc clairement le truc c'est vous comprendrez pas que c'est drôle que finalement le mec qui m'a poussé à devenir fou, le Wayne, paye quand je deviens fou parce que je suis devenu le symbole de la folie de tout le monde et que les gens m'ont récupéré comme symbole pour aller buter Wayne. C'est ça qui trouve la blague, c'est la profonde ironie du truc, quoi, que le mec qui finalement fait qu'il est l'épave qu'il est, soit devenu, ait été victime de son courroux alors que c'est même pas lui qui l'a exercé, quoi. Mais des tonnes de gens sont en train de partir dans le délire que en fait c'est un narrateur non fiable, donc peut-être que tout le film est un mensonge, et donc peut-être que tout le film est machin, et c'est... Tout le message du film partirait à l'eau en fait, parce que c'est juste son délire. C'est plus une vérité qui est exposée, c'est juste les délires d'un mec qui voit le monde complètement différemment. Donc si tu pars sur le principe que le mec a fantasmé absolument tout ce qui lui arrivait depuis le début, y compris les conditions de sa folie, etc., ou des trucs importants pour le scénario, en fait le scénario a plus aucune importance, quoi. Parce qu'il n'y a plus rien de concret, il n'y a plus rien qui existe. Parce que la plupart des gens parlent de ce message, justement. La plupart des gens parlent du fait que regardez comme on montre comme on est abandonné, etc. Oui, mais si tout est créé par le personnage.
Ça dénonce plus un truc qui est abandonné, c'est juste les délires d'un mec qui se sent abandonné, ça veut pas dire qu'il l'est. Je déteste ces gens qui veulent absolument que les films leur mentent. Comme si le récit que leur faisait un film pouvait pas être intéressant. Que la seule chose qui pourrait être intéressant, c'est ce que eux ont imaginé comme scénario. Enfin, je sais pas. Je comprends pas cette façon de voir les trucs. Bref. C'est surtout l'habillage, l'enrobage qui m'énerve dans Joker. Et le fait qu'on en fasse vraiment 10 fois plus que ce que le truc est censé être, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment pas de quoi en parler à ce point-là de ce film. Mais je vais en chier pendant encore quelques temps du Joker, parce qu'il est sélectionné dans absolument tous les trucs, et là il est sélectionné pour les Oscars. Bref, passons au suivant, numéro 9. La chute de l'Empire américain, réalisé par Denis Arcand. Et alors là aussi, je peux pas vraiment dire que c'est un film qui est mal fait, fondamentalement, qui soit mal fait, mais je comprends pas le principe. Pourquoi ça s'appelle La chute de l'Empire américain, en faisant le 3e volet d'une trilogie qui a commencé avec les invasions barbares et le déclin de l'Empire américain, alors que le film n'a rien à voir avec les 2 films précédents. Aucun des personnages ne revient des films précédents, aucune des intrigues n'est liée à ce qui était dans les films précédents, aucune des thématiques n'est liée à ce qu'il y avait dans les films précédents, à moins que je les ai vraiment mal compris, mais enfin, le déclin de l'Empire américain et les invasions barbares, c'est quand même plutôt un film de groupe de potes qui sont en train de parler de leur vie, alors peut-être qu'ils parlent un peu de leur époque, vite fait, et de ce qui se passe, etc., mais enfin... De là, il est 3. Et alors, l'intrigue, en fait, de ce film, c'est que un mec qui est moi, grosso modo... si vous voyez le film, c'est beaucoup moi. L'intelligence est un handicap. La plupart des grands écrivains étaient bêtes à manger du foin. Un mec tombe par hasard sur de l'argent d'un casse qui est oublié par les cambrioleurs et qu'ils peuvent pas retrouver parce que personne ne sait qui il est. Donc, il a de l'argent qui lui tombe dans les mains comme ça, un argent de hold-up, alors qu'il a vécu une vie tout à fait normale et légale, on va dire, saine, depuis le début. Et alors je pensais qu'il y aurait tout un truc par rapport, ça va lui poser des problèmes par rapport à tel truc, et puis il va être menacé, machin. En fait non, tu passes tout le film à voir comment est-ce que le mec va faire pour blanchir son argent. C'est ça le délire en fait. Pas vraiment les mecs qui ont le fric qui pourraient le poursuivre, etc. T'as tout un film pour te montrer comment le réseau bancaire s'est préparé à blanchir de l'argent. Parce qu'il lui suffit d'avoir un petit contact par-ci par-là avec un banquier, et en fait t'as tout un tas de scènes qui te montrent le mec faire des coups de fil avec les gars aux Bahamas, les gars en Suisse, les gars en machin, etc. Vous me faites un petit versement de ce truc-là, on va ouvrir une association, vous mettez un président, vous mettez un machin... En fait c'est ça, c'est un film pour t'expliquer comment on blanchit l'argent et comment on détourne des fonds en fait. Je me suis fait chier devant ce film, mais j'ai complètement arrêté de suivre. C'est comme le film précédent aussi bien sûr, c'est des gangsters, et j'ai du mal avec toutes les histoires de tout ce qui est gangsters et mafieux. Tout ce qui est les bad guys en fait, tout ce qui va se centrer sur l'univers des bad guys, c'est un truc avec lequel je vais vraiment avoir du mal, à moins d'avoir un truc comme Les Affranchis, qui va plutôt prendre le truc pour dire que c'est pas bien, et que c'est de la merde, etc. Mais finalement ça se passe pas tant que ça, les films qui te disent que le milieu mafieux c'est de la merde, c'est plutôt pour te dire que c'est plutôt classe, c'est cool, etc. Et donc bref, moi des histoires de criminels qui essaient de blanchir de l'argent, je m'en bats les couilles, mais complètement quoi. Éventuellement, si un jour je tombe sur un sac, je reverrai le film pour avoir des conseils. Vraiment, mais je me suis fait chier, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point, quoi. Donc très déçu, quoi, par Denis Arcand, alors que... Enfin, les autres films avaient un style très particulier, quoi. C'est pas les films les plus fascinants du monde non plus, hein. Je veux pas vous dire que j'étais fasciné non plus par ces trucs-là, mais... certains échanges dans la famille étaient quand même marrants, t'avais des trucs qui étaient bien cassants, t'avais des petites phrases comme ça sur le monde et qui sont vachement intéressantes. Il y en a aussi un peu dans celui-là, mais... c'est vraiment très rare, quoi. Et puis j'ai pas compris ce qu'il essayait de dire, à quoi les personnages servaient. Il y a une nana qui vient au milieu du truc et t'as l'impression que ça va te vendre tel ou tel truc, et finalement non, c'est un personnage qui reste plutôt fidèle, etc. C'est quoi ton histoire là? Qu'est-ce que tu essayes de me faire? J'ai pas compris. Vraiment, je comprends pas quel est le délire. Si vous voulez me l'expliquer, du coup, notamment nos cousins du Grand Nord, si vous avez envie d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai pas compris le génie de Denis Arcand dans ce film-là, je vous en prie, parce que je comprends pas. Suivant, numéro 8. Un jour de pluie à New York de Woody Allen ou A Rainy Day in New York. Alors oui, c'est en bonne partie à cause de Timothée Chalamet. Mais allons dans l'ordre. D'abord, c'est la quintessence d'un film de Woody Allen, mais quand je dis ça, je veux dire au niveau où là vraiment t'as l'impression que le mec ne savait plus quoi faire pour devenir créatif, pour faire quelque chose de neuf. C'est absolument tous les clichés de Woody Allen, mais juste des clichés de Woody Allen.
la jeune nana ingénue qui essaye de se faire une place dans un monde particulier, le journalisme, la mode, être actrice, etc., etc. Un mec qui est rongé d'angoisse, rongé de complexes, généralement une deuxième meuf ou un deuxième mec, et ils vont discuter de choses et d'autres du monde, et faire des commentaires sur les choses, et parler de leurs angoisses, etc. Et à la fin du film, on va bien voir où est-ce que tout ça mène. Quel couple se forme au final, quels personnages restent ensemble, etc. Et là, franchement, je vois pas ce qu'il y a de très intéressant à dire. Je trouve pas que les commentaires qui soient faits sur le monde soient particulièrement pertinents. J'ai l'impression qu'il essaye beaucoup de faire un truc sur le monde du cinéma, parce que le personnage de Elle Fanning, qui joue donc la jeune ingénue, doit interviewer un personnage joué par Liev Schreiber qui s'appelle Roman Polanyi, ou un truc dans ce genre-là. Enfin, t'as très clairement l'impression que c'est une allusion à Roman Polanski, quoi. Et il y a tout un truc par rapport aux filles ingénues, et à leur comportement, et à comment est-ce qu'elles peuvent avoir des trucs, des nanas qui sont plus intelligentes que d'autres. Il y a une nana dont on parle du fait qu'elle ait été pute, et en même temps c'est une des femmes fortes et puissantes maintenant dans le truc, et donc du coup j'ai comme l'impression que c'est une sorte de réaction au mouvement MeToo et à tout le bordel, et que c'est un peu le commentaire de Woody Allen sur les femmes, les paillettes du star system et sur tout un tas de trucs. J'ai du mal à voir quel est l'objectif du film. Il y a tout un truc pendant le film, il parle pendant tout le film d'un truc à Central Park, avec un pont qui serait à la fin d'un film. J'ai pas réussi, j'ai fait des recherches partout, j'ai pas réussi à trouver de quel film il parle, de quel film se termine à côté de ce pont. Je crois que le seul film que je connais qui se termine à côté de ce pont, c'est Cloverfield, alors je pense pas que ce soit de ce film-là qui parle. Il me semble qu'il parle d'une comédie romantique. J'ai pas compris quel est le truc, et je crois qu'il va y avoir un truc par rapport au cinéma en général. Le fait qu'on revienne à New York est particulier par rapport à Woody Allen lui-même. Je me demande si c'est pas par rapport à un de ses propres films qui fait cette allusion par rapport au pont à la fin. Il y a pas un de ses films, genre Annie Hall ou Manhattan, qui doivent se finir dans cette partie de Central Park, je sais plus, je les ai vus, mais alors il y a longtemps, donc du coup, je saurais plus me rappeler. Mais alors vraiment là, j'ai pas réussi à voir comment tu connectais une scène à l'autre, et quelle était l'idée que le mec voulait faire passer. J'ai eu un sentiment de vide profond. Ça ressemble à une errance de personnages, comme du Antonioni, comme le dernier combat de Luc Besson par exemple. Ces personnages qui n'ont pas de quête, qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas d'enjeu, qui n'ont rien à perdre, mais qui vont juste être appelés par différentes choses. Et ces différentes choses vont au final quand même faire un petit commentaire, mais dont lui sera à peine conscient et qui va à peine le faire progresser, etc. Mais franchement, j'en suis pas sûr non plus, et j'ai du mal à comprendre où est-ce qu'il va en venir. Je crois vraiment qu'il essaye de parler des femmes. Il montre des femmes adultères aussi à un moment, avec un mari qui est ultra jaloux et qui est détruit par ça, mais qui en même temps lui-même est adultère, donc est-ce qu'il a l'air de dire que tout le monde en fait, et tout le monde est pourri, et qu'il y a pas... Vraiment, je trouve que le propos est pas clair. Mais alors il y a une chose qui fait peut-être que j'ai eu du mal à rentrer dans le film, c'est la performance de Timothée Chalamet, que vraiment je peux pas saquer aussi bien dans le physique que dans la performance, parce que je crois qu'il n'y a pas un film avec lui que j'apprécie, ça sent bon pour le Dune. C'est une catastrophe. Il est trop lent, il n'y a pas la bonne intonation, tu sens qu'il est pas dans le truc, t'as l'impression qu'il joue défoncé en fait, t'as l'impression qu'il joue défoncé à la weed, et qu'il est complètement dans le gaz quand il est en train de faire son truc, et qu'il essaye de se la jouer détaché, mais qu'il est complètement à côté. C'est parodique. Je trouve que la performance était limite parodique, quoi, tellement elle est mauvaise. Et c'est un des pires Woody Allen que j'ai vu de ma vie, je n'ai pas réussi à rentrer dedans, quoi. Alors que c'est un mec que j'aime bien, Woody Allen. Il fait un film par an, généralement je vais les voir, ils font partie des films que j'aime bien. Il y avait L'Homme Irrationnel que j'avais pas aimé, à cause de sa fin en bonne partie, un peu comme celui-ci, que je trouvais qu'elle était pas très... un peu nihiliste et pas très intéressante. D'un autre côté, c'est un peu le truc de Woody Allen, les fins un peu nihilistes. Il y a beaucoup de ces films qui se terminent avec des fins un peu en queue de poisson, mais généralement t'as quand même un truc, t'as la sensation que quelque chose a été accompli, quelque chose a été dit à un moment ou à un autre, et là vraiment, mais pas du tout, pas une seule seconde j'ai eu l'impression que quelque chose était dit dans le film. J'ai eu l'impression que Woody Allen devait faire un film, donc il a écrit un film de Woody Allen lambda le plus vite possible pour tourner un truc, quoi. Je trouve que c'est une catastrophe, enfin vraiment, c'est pas du tout intéressant. Mais enfin, ça reste du Woody Allen, quoi. C'est juste que je trouve que c'est vide, je trouve que ça n'a pas d'intérêt, mais ça peut être le sens aussi d'avoir voulu faire un truc vide, mais vraiment, généralement tu fais un truc vide parce que ça a un sens que ce soit vide, et là je trouve que ça n'en a pas. Pour moi c'est pas très intéressant, mais passons à la suite, numéro 7. Rambo Last Blood, réalisé par Adrian Grunberg. Si on m'avait dit que je mettrais un film Rambo dans un de mes flops, un de ces quatre, je ne l'aurais pas cru.
Car, un peu comme Rocky, c'est une saga qui est extrêmement chère à Sylvester Stallone, qui l'entretient correctement depuis des années. Il a toujours essayé de faire des films qui avaient un sens et qui étaient intéressants, y compris les Rambo. Dans mon Pourquoi j'avais tort sur Rocky, j'avais justement utilisé les Rambo pour montrer un peu son écriture métaphorique, le fait qu'il utilisait Rambo comme métaphore des USA, et que ces films étaient des plaidoyers pour certaines interventions, une métaphore du rapport entre l'Amérique et le reste du monde finalement. Et donc dans le premier c'était le Vietnam en tant que guerre, en tant que quelque chose qui avait marqué le personnage, qui était donc rejeté par la population américaine qui rejetait cette guerre elle-même. Dans le 2, il y a faire la paix avec cette guerre, puisqu'on retourne au Vietnam, récupérer des gens, et en même temps il sort avec une Vietnamienne, donc il y a faire la paix avec le rapport avec le Vietnam. Le 3 qui se passe en Afghanistan, à l'époque russe, où il prenait un certain interventionnisme américain, où il pensait qu'on aurait dû y aller, contrairement au premier film qui était sur l'échec du Vietnam. Le 4e, c'était où? C'était en Thaïlande, je crois. C'est ça, c'était en Thaïlande. Et c'était aussi un peu pour dire, il manque l'Amérique, quoi, à toutes ces guerres, et elle devrait pas pouvoir avoir lieu, etc. Une vision peut-être un petit peu niaise de la part de son pays, de la part de Sylvester Stallone, ou patriotique, ou trop patriotique. Mais alors, Rambo 5, dans lequel John Rambo affronte un cartel de Mexicains au fin fond de son ranch du Texas. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qui a eu cette idée, quoi? Alors déjà, bravo pour avoir piqué le scénario de Taken, qui était loin d'être original à la base, déjà, parce que le papa qui doit aller sauver sa fille, ou le tonton qui doit aller sauver sa nièce, ou le machin, c'est le scénario le plus éculé du personnage badass à la John Rambo qui doit ensuite aller buter tout le monde. Un peu le genre de truc qu'on aurait pu avoir avec John Wick, mais John Wick a justement réussi à être beaucoup plus intelligent que ça. Là, putain, mais alors déjà, au début du film, au début du 5e film, on te fout le ranch des Rambo, qui dans mes connaissances n'existait pas, je me souviens pas l'avoir entendu parler d'un ranch, peut-être dans le 4, ça dit, mais ça me disait rien. Et alors on lui crée une bonne à tout faire, hein, je vois pas ce qu'il y a d'autres, mexicaine, qui a une fille dont il est tellement proche qu'elle l'appelle tonton, ou oncle, je crois qu'elle l'appelle. Donc tu fais d'accord, donc c'est très très particulier. Mais surtout on passe vachement vite là-dessus. C'est-à-dire que tu vas avoir une scène pour te présenter qu'il a cette bonne et sa nièce, une scène pour te montrer la nièce qui part au Mexique pour aller chercher quelqu'un et qui se fait avoir par un cartel, et c'est fini. Le développement de son rapport avec cette gamine va pas aller plus loin que ça. C'est que de la mise en place pour le seul vrai et unique moment où il y a des affrontements avec des pièges à la Rambo, c'est-à-dire le climax. Le film est super court, il fait que 1h30. Donc en gros, t'as à peine le temps de nous présenter qu'il est lié à cette famille de Mexicains, avant qu'on foute la merde à cause du cartel, et que du coup ils doivent les défendre. Donc cette espèce d'histoire qui sort de nulle part, qui parle même pas de guérilla. C'est quand même un peu le truc de base de Rambo, quand même. Le truc de base de Rambo, c'est la guerre, les guérillas, et les trucs dans ce genre-là, quoi. C'est légal ou pas, quoi. Enfin, c'est les guerres de milice, ou les guerres d'armée. C'est quand même ça, plutôt, son truc, quoi. D'où le mec s'occupe des cartels mexicains, le Mexique qui n'est pas une zone qui est en guerre. D'un seul coup, tu changes complètement tout le personnage pour en faire un des personnages les plus lambda de films d'action, et lui donner une des histoires les plus lambda de films d'action, quoi. C'est... des mafieux ont fait du mal à ta fille ou à quelqu'un qui est proche de toi, donc tu vas aller leur péter la gueule. Et comme c'est Rambo, alors effectivement il fait des pièges et des machins en genre là, quoi, mais... Tu vois pas comment est-ce que tout ça a été mis ensemble, comment est-ce que tout ça a été rassemblé dans une seule histoire, en fait. Je crois que grosso modo, c'est un peu comme Terminator Dark Fate, hein, c'est un commentaire de base sur les rapports entre les États-Unis et le Mexique, avec le mur que construit Trump, etc., etc. Donc il essaie de dire quoi? Il essaie de dire qu'il faudrait aller s'occuper des problèmes, il faudrait aller faire de l'interventionnisme au Mexique, que le problème des Mexicains, c'est le problème des États-Unis aussi, etc. Je sais vraiment pas ce qu'il essaye de dire, je sais vraiment pas ce qu'il essaye de faire, mais je trouve que c'est particulièrement mal fait, quoi. Ça n'a pas vraiment de sens. Et alors le film en lui-même est pas super ouf. La photographie essaye beaucoup de ressembler à Logan. Donc on travaille beaucoup les grands trucs désertiques, les lumières très chaudes, jaunes, orangées, l'aspect poussiéreux, sale. Ce qui encore une fois me paraît pas être le truc Rambo. Rambo c'est la végétation, la nature, etc. Donc peut-être que ça peut être une progression par rapport au film du coup, mais ça me paraît pas forcément marcher. Il y a quelques plans un peu dégueulasses, il y a quelques plans larges, des plans paysages qui sont clairement faits avec un vieux drone ou une vieille caméra dégueulasse ou un truc genre là, et du coup c'est tout pixelisé, c'est tout moche et tu vois clairement que c'est pas une image cinéma, donc
Ça me paraît pas très beau. Et alors, il y a une bonne partie des pièges qui sont liés, et de la lumière qui va être liée à des couloirs souterrains que le mec a construits. Où on va jouer du coup avec les ombres, avec la lumière, les clairs-obscurs, etc., etc. Je veux bien, mais c'est quoi tout ce dédale de couloirs que le mec a creusé sous sa maison? C'est le gars est un lapin, le gars se fait chier, et pour s'occuper, il a rien trouvé de mieux que de creuser des galeries dans son truc. Enfin, il a pas une mine qui récupère je sais pas, de l'or ou des machins qu'il aurait sur son machin. C'est quoi ce délire? J'ai peut-être loupé une phrase du film, c'est-à-dire, je vous l'avoue, parce que j'étais pas particulièrement captivé, mais j'ai pas compris quel était tout le délire avec les couloirs qu'il a en dessous de sa maison. C'est pourquoi est-ce que le mec a tout... Je trouve que ce film est complètement con. Je comprends pas pourquoi il s'appelle John Rambo, parce que je trouve que le personnage a rien à voir avec l'histoire. Et en gros, s'il s'appelait pas Rambo, le film aurait attiré personne en salle, et t'as l'impression que c'est un peu pour ça. Je comprends pas comment est-ce qu'il a organisé le truc, je comprends pas les symboliques qu'il essaye de faire, je comprends pas comment est-ce qu'il fait tout son machin, enfin All these years I've kept my secrets. But the time has come to face my past. Alors du coup, oui, la conclusion de John Rambo, c'est que finalement il a réussi à revenir aux États-Unis, et puis il a son ranch, sa maison, et puis il l'a défendu, quoi. C'est chez lui, c'est sa propriété. Donc il est redevenu complètement américain, ok. Les Mexicains, et le couloir en dessous de la maison, ça me paraît complètement débile. Bref. Suivant, numéro 6. À couteau tiré, ou Knives Out, réalisé par Rian Johnson. Le réalisateur de Star Wars 8 débarque donc à nouveau pour nous surprendre, avec son Whodunit, donc cette histoire d'enquête sur une personne qui est morte, on a une dizaine de suspects, et un enquêteur de génie qui mène son enquête pour essayer de le démasquer. La définition d'en faire trop. Il essaye tellement de surprendre nos attentes, j'allais dire comme dans The Last Jedi, mais finalement quand tu repenses à ces films avec Looper, avec les frères Bloom et avec... comment s'appelle l'autre? Brink, c'est ça? Brick. Tu sens que finalement c'est son style en fait. Essayer de surprendre les attentes. Brick, c'était un film avec des mafieux, et les mafieux sont des lycéens qui ont 17 ans, mais qui se comportent vraiment comme des mafieux et qui ont vraiment un réseau de mafieux, quoi. Donc... et pas comme des mafieux petites frappes, comme des mafieux de 50-60 balais, quoi, de films noirs. Donc en fait c'est un peu son style d'essayer de surprendre. Mais alors le truc c'est que il y a des fois où il y arrive, et des fois où il croit surprendre, mais il fait les trucs les plus basiques qui soient, quoi. Même pour surprendre justement. T'as l'impression au début que le film se vend comme un whodunit huis clos, c'est-à-dire des gens sont enfermés dans un manoir, il y a eu un meurtre, et on va essayer de savoir qui est le coupable. Le truc c'est qu'en fait quand tu arrives dans le whodunit, le meurtre a eu lieu il y a très longtemps, donc c'est pas comme si ça venait il y avait un sentiment d'urgence, quoi. Il fallait absolument interroger tout le monde avant qu'il se barre. Très rapidement, on sort de la maison, donc c'est plus un huis clos, et on te donne la réponse, grosso modo, à ce qui s'est passé quasiment à la moitié du film. Ce qui croit très intelligent et très surprenant, le Rian Johnson, en se disant « Oh bah merde, il a révélé tout le truc, comment est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme histoire, etc. » Sauf qu'il y a très clairement un élément qui est laissé en suspens depuis le début, et ensuite tout ce qu'ils font avec justement ce qui doit te surprendre est pas très intéressant au final, quoi. C'est tu vois l'histoire avancer, et au final elle a plus beaucoup de rapport avec l'enquête elle-même. Tu vois plus ou moins les comportements de la famille et ce qu'ils pensaient de la personne décédée au fur et à mesure, mais enfin tout se voit venir à des kilomètres, et surtout c'est ridicule. Les choses qui sont présentées, les réponses qui sont apportées, c'est quand même assez pitoyable. Le truc le plus pitoyable du film étant l'accent de Daniel Craig. No. Pia, qui soi-disant a une sorte d'accent français, mais alors putain, j'espère qu'il en est pas fier, hein, ton accent, parce que franchement il y aura pas de quoi. C'est l'un des accents les plus ridicules que j'ai entendu de ma vie, et t'as vraiment l'impression que c'est presque une blague en fait, que le personnage dit qu'il a un accent, mais en fait il en a pas, c'est le personnage dans le film, diégétiquement, qui ment et qui se donne un accent pour se donner un genre, tu vois. T'as l'impression que c'est ça en fait, tellement l'accent est mauvais, que c'est un faux accent, presque. Donc c'est absolument catastrophique. Tout le truc sur la toxicité, la masculinité toxique de Chris Evans, qui serait donc l'incarnation du mal toxique et de tout ce que Rian Johnson dénonce avec Kathleen Kennedy, etc. dans ces trucs de SJW. Il est complètement ridicule aussi. Il y a évidemment le côté anti-riche classique de Rian Johnson, qu'il a dénoncé dans tous ses films. Il a toujours une scène pour dénoncer les riches oisifs et leur attitude, etc. Donc évidemment, c'est une famille de riches qui sont tous pourris jusqu'à la moelle, qui vont tous
se massacrer, se mettre des couteaux dans le dos, littéralement, pour avoir des trucs, etc. Donc les riches sont des fils de pute. Et évidemment, les seules personnes qui sont bonnes sont des personnes qui sont des prolos, quoi. Donc en fait, j'ai trouvé que c'était une espèce de déclaration d'intention, de manifeste de son style, mais qui justement, est un manifeste de son style pour le fait qu'il se prenne les pieds dedans, en fait. Il démontre à quel point il est mauvais en écriture, il démontre à quel point il sait pas faire des trucs corrects. Il est persuadé qu'en fait, des trucs que tu fais pas parce que ça marche pas en storytelling, sont des trucs que tu fais pas parce que, je sais pas, parce que des bourgeois ont dit que c'était pas bien de le faire comme ça, quoi. Et du coup, il le fait parce que, genre, pour niquer tout le monde, quoi. Mais c'est comme si le mec faisait exprès de mettre la main sur la plaque de gaz, chaude et brûlante, en se brûlant la main, juste pour faire chier sa mère qui lui a dit, mets pas ta main sur la plaque de gaz. Vous voyez, c'est un peu ça le truc de Rian Johnson. Il fait des trucs d'écriture, mais il est persuadé que ça va être révolutionnaire parce que personne le fait, parce qu'ils doivent être cons. En fait, personne le fait parce que c'est pas bien de le faire. Ça marche pas, c'est nul, c'est une bonne... Enfin bon, bref. Il y a plein de fans de Knives Out, le film a commencé à se rembourser, etc. Donc, il trouvera des gens, hein, mais on savait qu'il y avait une population de connes pour le suivre, il y a des gens qui sont fans de la Jedi, alors après tout. Et le truc où vraiment, tu divorces du film totalement et tu peux pas rester dans le délire, c'est le coup du couteau rétractable. Vous savez où il se produit pour ceux qui ont vu le film, qui est là uniquement pour faire chier les gens qui allaient parler du fusil de Tchekhov, et qui lui ont parlé du fusil de Tchekhov en critiquant ce qu'il avait mis en place dans Star Wars 8. Le fusil de Tchekhov, c'est quoi? C'est le setup payoff dont je vous ai parlé. Quand tu montres le fusil de Tchekhov, c'est que tu montres un fusil chargé dans un film, tu montres le fusil, tu montres qu'il est chargé, tu peux pas ne pas l'utiliser à un moment du film. Ça s'appelle le fusil de Tchekhov, tu mets un truc en place dans un film, il y a un moment ou un autre, il faut que ça serve à quelque chose. Tous les personnages, depuis le début du film, sont interrogés devant cette sculpture complètement conne, ce cercle-là de couteaux qui sont tous placés en cercle et qui sont donc autour d'eux. Donc il y a le côté, on interroge le potentiel meurtrier sous la potentielle arme du crime. On a plein d'armes qui encadrent le personnage qui est interrogé, donc c'est potentiellement le meurtrier. Il s'imagine sans doute que les gens régulent en disant « le fusil de Tchekhov, tu l'as pas utilisé ». Donc, il l'utilise, mais en le désamorçant complètement. Le truc, c'est que allez m'expliquer pourquoi un artiste qui fait une œuvre qui consiste à mettre des couteaux sur un truc irait prendre des faux couteaux. Et comme par hasard, si on a un de faux, quoi, c'est ce couteau-là qui aurait été pris par le mec. Enfin, c'est le truc le plus aberrant et absurde du truc, juste pour essayer de faire la nique à une règle d'écriture, etc. Quoi. Ce qui est quand même le truc le plus con du monde, quoi. Enfin, faut vraiment être débile pour avoir un truc comme ça, quoi. Et je suis pas en train de dire que, effectivement, s'il y a un truc qui est mis en place, il faut absolument l'utiliser. Tu peux effectivement essayer de prendre à rebours les gens avec certains trucs. Mais pour en faire ça, enfin, c'est ridicule. C'est puéril. Mais c'est vraiment, c'est le truc que ferait un gamin de 8 ans, quoi. J'arrête pas de sortir des trucs de gamins de 8 ans. Dernièrement, c'est devenu ma nouvelle référence pour les comportements d'idiots et de gamins, quoi. Mais c'est vraiment ça, quoi. Ce mec est un gamin. Mais c'est pas possible d'être aussi immature et aussi con dans sa tête, quoi. Bon, allez, j'en ai marre d'en parler. Suivant, numéro 5. Ma vie avec John F. Donovan, réalisé par Xavier Dolan, aussi appelé The Death and Life of John F. Donovan en version originale, puisque c'était le premier film en langue anglaise de Xavier Dolan, et c'est pour ça qu'il a fini par se retrouver dans un de mes flops, je crois. Parce que en faisant son premier film anglais, je crois qu'il a voulu faire un bilan de ses compétences, en gros utiliser ce film comme un de ses CV, quoi, et il a voulu montrer absolument tout ce qu'il avait fait dans sa carrière, dans ce film, réuni en un seul truc, qui est, hélas, à cause de cette volonté, devenu un gloubi-boulga informe et indigeste, qui n'a plus de forme et qui, un peu comme Knives Out, en fait, mais 10 fois trop, au point que tu sais absolument plus ce que tu suis. Je ne sais toujours pas quelle était l'histoire du film. Si on raconte l'histoire de John F. Donovan, est-ce que l'histoire c'est donc à quel point le Star System c'est dangereux et grave, etc. Je crois que à travers Donovan, il a fait un truc un peu biographique, parce que le gamin, joué par Jacob Tremblay, a le même comportement que lui devant des séries télé, est enfant acteur, ce qui n'a pas été John F. Donovan, il me semble pas, mais ce qu'a été Xavier Dolan. Il regarde des séries qui étaient des séries que kiffait Xavier Dolan à l'époque, il a fait un générique qui était un petit peu à la Roswell, apparemment c'était ça le truc ou Dawson ou Roswell, je sais plus l'un des deux. Et je crois que John F. Donovan, c'est lui adulte du coup qui essaye de faire sa vie et de tenir, etc. Sauf que Donovan a le truc ajouté par rapport à lui de cacher son homosexualité, et c'est ça qui lui amène la plupart de ses problèmes. Donc c'est pas vraiment biographique non plus.
Et en même temps, est-ce que le problème c'était la question de l'image publique et de l'homosexualité, ou est-ce que c'est pas John Donovan qui a fait beaucoup de merde quand même avec son truc, est-ce que c'est... Honnêtement, je suis complètement perdu avec ce film, je comprends pas ce qu'il a essayé de raconter, et je trouve que tout ça se part complètement et devient totalement... perd sa saveur. Le rapport avec la mère, notamment, qui est joué par Nathalie Portman dans ce film, il a toujours fait des rapports avec des mères particulièrement poignants, prenants, forts, etc. Alors là, le rapport avec la mère, mais je ne me souviens même plus ce qu'était le rapport. Je crois qu'il y a un truc par rapport au gamin qu'elle aurait pu faire mieux dans sa vie, et qu'elle a pas fait grand chose, et que c'est un peu une minable, ou je sais pas trop quoi, enfin, et qu'il lui en veut pour... C'est une espèce de délire, très space, et je n'ai absolument pas compris où est-ce qu'il voulait en venir. Le problème de ce fourre-tout, c'est que le rythme en pâtit énormément, le rythme est chaotique et complètement foireux, tu comprends pas pourquoi tu reviens à tel ou tel passage, tu comprends pas pourquoi tu refais des allers-retours avec tel ou tel truc. Les rapports, les dialogues entre les personnages sont... Enfin, ils sautent du coq à l'âne, et le gamin surjoue un petit peu. Jacob Tremblay, c'est pourtant un bon acteur, mais alors quand il est dans sa série télé et qu'il est en train de hurler dans tous les sens, quoi, tu fais, mais c'est... Enfin, le mec, c'est des gamins comme ça, tu leur donnes des médicaments, hein, tu les laisses pas juste devant la télé comme ça, quoi. Il y a un souci quand t'atteins ce niveau-là. Ce serait pas surprenant que Xavier Dolan ait ce genre de niveau d'énervement et de réaction, parce que quand tu vois ce qu'il a joué dans certains films, notamment les Amours imaginaires, tu te dis, ça pourrait. À chaque étape de ce film, il s'est planté. Au scénario, à la direction d'acteur, au tournage, au montage, y a rien qui va. Ce qui est particulier pour un mec qui ne s'est jamais planté dans sa vie jusque-là, quand même. Bon, les Amours imaginaires, encore une fois. Et même lui, il a reconnu d'ailleurs récemment, il a reconnu que le film était insupportable. Mais je suis super content parce que j'ai jamais pu aimer ce film, et les fans de Xavier Dolan sont souvent très fans de ce film. Mais moi, j'ai toujours trouvé insupportable et chiant. J'ai envie de lui mettre des baffes, et apparemment, il est tout à fait d'accord avec ça, donc tant mieux. Mais vraiment, c'est la première fois de ma vie que je vois un mauvais film de Xavier Dolan, et quand il fait des mauvais films, il fait des mauvais films. Voilà. Suivant. Ralph 2.0, réalisé par Rich Moore et Phil Johnston. Appelé en version originale Ralph Breaks the Internet, et étant donné qu'on parle d'une suite à Wreck-It Ralph, qui était donc un film sur le jeu vidéo, on peut aborder le premier problème de ce film tout de suite. En quoi ce film est la suite de Wreck-It Ralph? Comment est-ce que tu pars de l'idée, après avoir fait le premier Wreck-It Ralph, de faire ça comme suite? Le principe, donc, c'est que le personnage voit son jeu potentiellement débranché dans l'arcade dans laquelle il est, et pour survivre, il veut partir dans le monde de l'internet. Parce que c'est dans l'internet que tu survis. Alors, un personnage de jeu vidéo qui va vivre dans l'internet, déjà à la base, my god. Mais bon, le problème que j'ai vraiment avec Ralph et avec la façon qu'ils ont de traiter le jeu vidéo, en fait, Disney dans ce truc-là, et la science-fiction en général, c'est qu'ils traitent la science-fiction comme de la fantasy. Le premier film était déjà un film censé être sur le jeu vidéo, mais il parlait pas de jeu vidéo, il parlait pas bien de jeu vidéo surtout, il racontait n'importe quoi sur un jeu vidéo, tout le truc avec la course de cartes, comme quoi il faudrait finir premier et ça reboot le jeu, etc. Enfin, d'où, comment, aucun jeu vidéo au monde n'a comme ça, et en fait rien n'est vraiment basé sur le jeu vidéo. Et ils ont tellement rien à te dire sur le jeu vidéo que la suite, ça se passe sur Internet. Et c'est quoi le but de faire un truc sur Internet? C'est tout simplement de faire des placements produits pour tout et n'importe quoi. C'est un film qui n'a rien à raconter et tout à te vendre. Tu passes ton temps à passer de placement produit en placement produit. Donc dès que tu arrives sur internet, t'as Twitter, t'as Instagram, t'as Facebook, t'as Amazon, t'as une section qui est faite spécialement pour faire la promotion des trucs Disney, avec les Disney princesses, avec le truc Star Wars, avec le truc Marvel, etc. Et en fait, t'as l'impression que c'est le film Emoji. Et donc ils peuvent pas raconter l'histoire du film Emoji, mais ils peuvent faire la même chose que le film Emoji, ils ont vu le film, ils se sont dit putain c'est vachement bien, on peut demander du fric à tout le monde juste pour les mettre dans notre film, qui va de toute façon faire un succès en salle, parce qu'on est Disney et que tous nos films font un succès, donc on va triplement gagner de l'argent en fait. Doublement ou triplement. Bah oui, parce qu'il y a le film, il y a les revenus publicitaires, et il y a les gens qui payent pour être dans le film en plus. Les revenus publicitaires, donc des choses que Disney a vendues dans son film et qui du coup vont avoir plus de succès parce qu'ils en ont fait la promo dans leur film. Donc ils gagnent sur 3 fronts différents. Et tu sens que le film ne sert absolument qu'à ça, quoi. Il y a rien à raconter en dehors de ça. L'histoire, elle tient sur un timbre-poste, et honnêtement, je pense même pas qu'il y en ait une. Et alors, ça ne fait aucun commentaire intéressant sur Internet. Même le film Emoji en faisait un peu plus, quoi. Mais là, il y a vraiment absolument aucun commentaire intéressant qui est fait sur Internet. Et je trouve que le truc le plus flagrant sur à quel point ils savent pas comment traiter le truc et ils ont rien à dénoncer, rien à raconter, etc. C'est le fait qu'il ait du succès sur YouTube. Et tu comprends pas, t'as l'impression qu'il a du succès en faisant rien en fait. Et tu vois le truc fonctionner, tu fais putain mais les gars, c'est un youtubeur, ça réussit pas comme ça quoi, ça fait pas des trucs... Enfin bon bref. Le film a rien à raconter, est une
très clairement une excuse pour se faire du pognon et uniquement ça. Et c'est une très mauvaise suite. Ça n'a aucune raison d'exister et je trouve que c'est un très mauvais film. Passons au suivant, numéro 3. Terminator Dark Fate, réalisé par Tim Miller. Il y avait un truc à ne pas faire. Tuer John Connor d'une façon qui rende totalement inutile et vide de sens ces deux films précédents. Et ben ils ont trouvé le moyen de le faire. Et pire de tout, c'est apparemment James Cameron qui a eu l'idée. Là on arrive vraiment dans les vrais mauvais films. J'aurais pu mettre Terminator Dark Fate beaucoup plus haut. Ça reste un film semi-compétent et les films d'après sont vraiment des films que je reverrai jamais de ma vie. Dark Fate, à la limite ça peut passer pour divertir vite fait, mais le scénario n'a absolument aucun sens. En tant que suite, pour le film lui-même, je suis déjà revenu sur les problèmes de cohérence, mais il y a des... Comment t'as su qu'on arrivait dans le passé? Ah bah j'ai reçu des messages de gens qui me disent que les gens reviennent dans le passé. Oui mais là ils reviennent pas dans le passé, ils étaient dans une course-poursuite. Donc quel est le rapport avec le passé? Comment est-ce que tu peux savoir qu'ils sont là quand même au final? Donc vraiment le film fonctionne pas même intrinsèquement dans son propre scénario. Mais alors vraiment toutes les pires idées qu'on pouvait avoir pour faire une suite, ils les ont eues quoi. La mort de John Connor dans les 5 premières minutes du film de façon ultra trash, mais même pas. C'est ça le truc, si encore ils avaient encore été poursuivis après par des Terminators et quand t'avais montré un flashback et te montrait les gars qui continuaient à poursuivre, qui continuaient à avancer, qui continuaient à se battre, qui continuaient à machin, au moins là t'aurais eu un chouïa de justification en plus pour mettre une scène pareille au début du film quoi. Mais juste de tuer John Connor juste pour se débarrasser de John Connor et pouvoir foutre une autre héroïne à la place, qui n'est là que pour refaire strictement la même chose. Vraiment les décisions de merde, et toutes les décisions de merde qui ont été prises par Star Wars, donc tu savais depuis le début que c'était pas des bonnes décisions à prendre quoi, tu tues pas simplement les personnages du film d'avant, les plus intéressants et ceux dont lesquels les personnages étaient le plus proches, pour pouvoir faire tes nouveaux personnages qui ont rien à raconter du tout quoi. C'est quand même complètement débile. En plus de faire ce reboot qui retconne absolument tout ce qui s'est passé à partir du 3e film, alors que moi j'aime beaucoup Terminator 3, Terminator 4, Genesis non, mais au moins le 3 et le 4, je trouvais que c'était bien de les garder dans le truc. Et c'est eux qui avaient eu la bonne idée, il fallait continuer et aller au-delà, pas encore rester dans le passé, il fallait finir par arriver dans la guerre des machines et s'intéresser à ce truc-là maintenant, quoi. Toujours revenir dans le passé et toujours changer des trucs, etc., ça fait que tu peux créer 17 000 boucles avec des trucs comme ça, quoi. Ça n'a plus de sens au bout d'un moment. Au bout d'un moment, tu t'engages dans une timeline et tu la poursuis, et tu vois comment les choses se font. Évidemment, le problème, c'est qu'ils ont complètement gâché Linda Hamilton, qui a quelques séquences un peu badass, notamment la scène avec le bazooka, mais qui ne sert à rien dehors de ça, et qui est pourri par le dernier problème du film, c'est le féminisme mal placé, pas le féminisme tout court, le féminisme mal placé, parce que d'où Sarah Connor se met à sortir c'est ton ventre qui les intéresse, c'est uniquement ce qu'il y a à l'intérieur, enfin ton système reproducteur, et ton enfant, et ta façon de faire des bébés, etc. D'où ça a été le problème de Sarah Connor, d'où elle a eu affaire à ce genre de truc, d'où ça lui a posé... Et c'est pas genre oui on veut ton ventre etc. Kyle Reese il est venu pour la protéger, il savait pas qu'il devait lui faire un enfant derrière, donc d'où est-ce que d'un seul coup son ventre était la base du truc et on l'a juste utilisé parce que c'était un vagin etc. Enfin, bon bref, quelle horreur ce scénario, quelle façon tragique de continuer tragiquement mauvaise de continuer une saga. C'est catastrophique, c'est absolument catastrophique. Mais il y a eu pire dans l'année. C'est vrai, c'est bizarre, hein, Dark Fate, finalement je suis pas si énervé que ça. Je sais pas si c'est parce que Genesis avait déjà foutu tellement la merde que c'est un peu comme Covenant. Covenant m'avait pas tant énervé que ça parce que de toute façon Prometheus avait déjà foutu la merde partout avant, donc comment est-ce que vous vouliez que ça puisse être intéressant? Peut-être que c'est la même chose pour Terminator Dark Fate, je pense. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est pas très loin dans ce classement. C'est pareil, hein, Alien Covenant il était pas très haut dans mon classement, mon flop de l'année où il était sorti. Mais c'est clairement une des pires daubes que j'ai vues cette année. Mais pas la pire, passons au numéro 2. After, réalisé par Jenny Gage. Ce serait pratique de vous parler du film si j'en avais un seul souvenir. Et c'est un peu pour ça qu'il s'est retrouvé en deuxième place du top. C'est le seul film de l'année dont je n'ai aucun souvenir. Je vous explique ce qui se passe. Je fais des listes tous les ans. Je vais vous montrer un petit peu. Ça c'est ma liste de rattrapage 2019. À chaque fois que je vois un film dans l'année, je le marque dans un tableur Excel. J'ai pas un sens critique ou un machin parce que je veux pas montrer à tout le monde quel film j'ai vu pour étaler ma culture machin. Je le fais pour mes fans les tipeurs qui me soutiennent sur Tipeee. En m'envoyant de l'argent, reçoivent tous les ans cette petite liste avec tous les films que j'ai vus.
il y a des petites notes sur le côté, c'est le seul endroit où je mets des notes, et je déteste mettre ces notes, mais c'est pratique pour moi pour les suivre. Des notes sur 4, c'est de 0 à 4. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, à la fin de l'année, j'ai fait donc ma liste de tous les films à voir. Et du coup, j'ai regardé tout ce que je voulais, tout ce que j'avais loupé, et je fous After dans la liste. Et puis, j'en vois quelques-uns, je vois pas After en premier, j'en vois d'autres, et puis je les rajoute. Et puis à un moment, je me dis, bon, moi je vais regarder After. Et là, je regarde le truc, je commence à marquer, et il se passe un truc. Quand tu marques un truc sur un tableur, c'est que si tu l'as déjà marqué quelque part, ça s'affiche automatiquement. On te propose le texte que tu as déjà écrit ailleurs dans la colonne. Et donc je commence à écrire le A de After, et je vois After qui s'écrit, et je fais, comment ça? Et là, je remonte la liste, et je vois After, et je vois que je lui avais mis aucune note. C'est 0 à côté. Le truc, c'est que je n'aurais jamais mis le truc dans le tableau si je l'avais pas vu. Et donc en fait, je me suis rendu compte, en prenant le truc dans l'attrapage, que j'avais déjà vu After en fait. Mais je l'avais complètement oublié. Mais complètement quoi. Et en fait, du coup, je me suis dit, juste par curiosité, je vais le revoir de quoi ça parle, comment j'ai pu voir ce film et complètement l'oublier. Ça parle de rien en fait. C'est une meuf qui a un copain, qui vient de finir le lycée, et qui arrive à la fac, et en arrivant à la fac, elle est dans un internat, et sa coloc est amie avec un mec qui s'appelle Hardon, qui veut en gros dire érection, hein, Hardon. Mais c'est Hardin ou Hard, je sais pas dans quoi, mais ils le prononcent tous pour que ça se prononce Hardon et que ça donne l'impression que ça veut dire Brakmar. Il est un chouïa bad boy, en ce sens que tu ne le vois jamais le faire à l'écran, mais on te dit que des fois il s'énerve. Principalement dans sa famille. En gros, il a des engueulades familiales et des fois il peut s'énerver. Et ça le rend plus ou moins violent et bad boy. Le bad boy, quand même, lit du Jane Austen. Ou du Proust, ou du machin dans le genre, quoi. C'est ça le bad boy, duquel il ne faut absolument pas que la nana se rapproche. La nana, évidemment vierge, et évidemment jamais touché l'alcool, jamais touché une drogue, jamais touché quoi que ce soit. Totalement pur. Et donc en fait, tout ce délire sur on n'oublie jamais sa première fois. Alors si c'était pas la première fois de la meuf, si ça se faisait pas composter dans le film, il n'y aurait aucun intérêt à suivre le truc. C'est vraiment parce que c'est son premier mec que ça l'intéresse, que sinon le mec n'a rien à raconter. Mais en gros, tout ce délire sur après la première fois, le bad boy, etc. Tout ça c'est pour te vendre quoi? She's all that. Comment ça s'appelle? Elle est trop bien. Pour ceux d'entre vous qui seraient nés après les années 2000, c'était un film qui... Oui, quand même. C'était un film sorti dans les années 90, il me semble, ou peut-être début 2000, mais genre fin 90, début 2000. Un mec venait de se faire larguer et il prenait le pari avec ses potes qui pourrait prendre la meuf la plus moche de toute l'école et de finir quand même roi et reine du bal de promo de fin d'année avec la nana la plus moche de l'école. Donc en gros, il récupère une nana dont il n'est pas vraiment amoureux, il la retravaille physiquement au niveau de ses goûts, etc. pendant tout le film pour la former à ses goûts. Et à la fin, quand la nana est formée à ses goûts et parce qu'elle veut faire plaisir au mec dont elle est en train de tomber amoureuse, et ben elle se rend compte d'un seul coup que en fait tu m'as menti depuis le début et c'était un pari. Sauf qu'en fait au final le mec est finalement vraiment amoureux d'elle quoi. Donc il suffit que tu aies cette petite ligne d'explication en plus et il n'y a plus de problème. C'est ça l'histoire d'After. C'est tout. On nous a cassé les couilles avec ce roman soi-disant dans la lignée d'un 50 Shades of Grey ou d'un truc dans ce genre. Pour un putain de She's All That, version 2019. Bon Dieu, le vide absolu et abyssal. Et c'est pour ça que ce film s'est retrouvé en deuxième place de mes flops de l'année, c'est parce que ce film n'a rien à te dire, mais rien. Encore 50 Shades of Grey pouvait être drôle à regarder quoi, mais After... Rien. C'est minable. Pas autant, cela dit, que la première place du classement. Allons-y pour le numéro 1. Le Roi Lion, réalisé par Jon Favreau. Putain de bordel de merde. On a foutu ce film au-delà du milliard, alors que ce film est la quintessence, la cristallisation de tous les défauts reprochés à Hollywood ces dernières années.
Le Roi Lion n'est rien d'autre qu'un putain de remake. Non seulement un remake, mais un remake plan par plan. Comme La Belle et la Bête. Inutile, donc, puisque c'est qu'un remake plan par plan. Ça essaie même pas de te créer quelque chose de neuf, c'est juste refaire strictement les mêmes scènes et les mêmes dialogues avec de l'animation photoréaliste plutôt que de l'animation 2D. Sans aucune saveur. Parce que absolument tout ce qui faisait la saveur du Roi Lion a viré à cause du style réaliste et documentaire qu'il voulait absolument mettre sur les animaux. Qui empêche quand même de faire beaucoup des sketchs, qui retire beaucoup du rythme, qui faisait que le film fonctionnait, etc., etc., etc. Sans également la saveur des émotions des animaux. C'est pour ça que j'en parle, c'est parce que la décision de ne jamais animer la partie supérieure du visage des animaux, les oreilles, les yeux, les sourcils, alors que les animaux bougent les sourcils, les yeux, les oreilles. Si vous avez un chat ou un chien, vous savez très bien que les animaux bougent les sourcils, tu peux les bouger, c'est au contraire justement les laisser complètement fixes, ça vend que c'est de la CGI. Sans qualité non plus, même si c'est techniquement absolument parfait au niveau de l'image. Mais du coup, le film n'a aucune qualité propre. Toutes les qualités que peut avoir le film reviennent de l'original. Il a rien comme qualité propre, à part le fait d'avoir des images photoréalistes, et personne l'a demandé, quoi. Le tout maquillé comme une pute, sous donc des effets spéciaux assez révolutionnaires. Tout ça pour titiller votre fibre nostalgique, uniquement, sans avoir à faire aucun autre effort. Et c'est le 2e ou 3e plus gros succès d'année derrière Endgame. C'est un film qui non seulement me rend en colère contre le film, contre l'industrie du cinéma, mais ça me rend en colère contre les gens en général, contre la population qui va au cinéma. Les gens eux-mêmes sont ceux qui gueulent contre les remakes, contre les trucs qui sont toujours pareils, contre les films qu'on a toujours vus, etc. Des millions et des millions de fois. Et vous faites 1,3 milliard et quelques millions de dollars de recettes au Roi Lion. Le remake live action où les animaux ont aucune émotion, où on a coupé les musiques les plus intéressantes comme Be Prepared, où on a fait n'importe quoi avec ces trucs, où le truc est 10 fois trop long alors qu'on a coupé des scènes. Et ça, on lui file 1,3 milliard et quelques millions. Pour un film qu'on a déjà vu. Quand le public massivement valide une merde pareille, et va à l'encontre de toutes les critiques que lui-même énonce pour les autres films, tu peux pas ensuite faire confiance à ce que disent les gens, écouter ce qu'ils disent, le prendre en compte, enfin c'est... Comment on peut faire un truc pareil ? Et il y a le problème aussi, c'est le film familial. Évidemment, un film comme ça fait beaucoup plus d'entrées puisque t'emmènes les enfants ils vont avec les parents, et du coup t'amènes toute la famille parce que certains ont vu le film étant plus jeune, etc., la version animée. Bref. C'est des films qui vont naturellement amener plein de gens en salle, quoi. Et tu fais, mais c'est... On peut pas essayer de réagir un tout petit peu au marketing, on est obligé vraiment de se transformer en zombies qui suivent absolument tout et n'importe quoi et qui vont accepter n'importe quelle connerie que fait Star Wars parce que c'est joli et divertissant ou parce que c'est neuf et je l'ai jamais vu. Putain. Donc voilà, c'est... Ça me mine, ça me tord les boyaux que ce film existe. Qu'il ait eu du succès à ce point-là, qu'il ait fait des entrées en salle, c'est honteux. C'est honteux. Donc voilà, le pire film de l'année en ce qui me concerne, c'est Le Roi Lion. Et donc c'est ironique, parce que finalement, Aladdin se retrouve, lui, dans les tops, quoi. Alors que c'est un peu, ça relève un peu de du même truc. Donc voilà, en ce qui concerne mes tops de l'année. Assez surprenant quand même, du coup, au final, hein, parce que, bon... Joker, je m'attendais à le mettre, même si j'ai résisté à le mettre pour éviter la shitstorm principalement, mais j'ai hésité à le mettre pendant un bon moment, mais les films de Denis Arcand, les films de Woody Allen, le Rambo, ou le film de Xavier Dolan, je m'attendais absolument pas à ce qu'ils se retrouvent dans les flops. C'est quand même des réalisateurs qui sont plutôt chevronnés, quoi, dont j'ai plutôt l'habitude, donc je m'attendais vraiment pas à avoir des résultats pareils pour les flops, qui sont assez surprenants, mais ils font sens. J'ai pas de problème avec, j'ai eu beaucoup moins de mal à faire les flops qu'à faire les tops. Voilà donc pour mes classements de cette année, les tops et les flops. Je vous invite chaleureusement à aller voir la partie rattrapage, il y a beaucoup de films à aller voir dans la partie rattrapage aussi. Je vous les ai classés par style en plus, comme ça va être un peu plus facile à aborder. Et je vous retrouve également pour le bilan de l'année et pour les films à venir. En attendant, si vous êtes ici, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!